Ouais. Allez. Via, via. Vieni qui. Via. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio. Pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Look like my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Non. Tu peux jouer dessus, hein. CPPEVI, CPPEVI, ça peut peut-être vous intéresser. L'émission qui essaie sans agresser avec notre chroniqueuse et nos chroniqueurs, Nathalie Bonneau, qui avec Voici tu peux nous dévoilera chaque jour les secrets de la voix chantée à travers une chanson mystère. Floréal Daniel, il cherche continuellement le motif dans le tapis. Et enfin, les matins pop et au piano, Moreno Andreata. Yeah. CPPEI, ça peut peut-être vous intéresser avec votre serviteur Eddy Marcel, celui qui ne fait pas dans la dentelle. Alors ce lundi, nous parlons de la lecture spectacle d'hier soir, Jean Zay, de Raymond Vinciguerra. Mais tout de suite, la rumeur publique. Vous n'avez jamais vu de spectacle de votre vie? Non. Un concert? Concert, et encore, ouais, le premier concert, ça a été à Marraine. Mais je crois que c'est le seul. Vous aviez quel âge? Je devais avoir une dizaine d'années. Et vous vous souvenez qui est-ce que vous avez vu? C'était Nicoletta. Et vous avez un bon souvenir? Oui. De quoi vous vous souvenez? Bah, de la scène, puis surtout quand t'es jeune comme ça, bah, t'étais là, tu galopes partout, tu rigoles, quoi. C'est plus le cas là, en ce moment. Hein. Et quand vous repensez à ça, quelle est la sensation qui vous revient? Le bien-être, quoi. Voilà. Vous avez une image qui vous revient comme Ouais, ça? dans ce temps-là, oui. Qu'est-ce que c'est, cette image? Elle sur scène. Et alors, elle est belle? Hein? Elle est belle? Ah, bah, elle était belle, oui. Maintenant, elle est plus pareille. Et alors, pourquoi vous n'allez jamais au théâtre ou... J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai une famille, et puis j'ai des gamins, faut manger, et puis tout coûte cher en ce moment. Hein. Faut pas rêver, hein. Eh bien, nous accueillons tout de suite notre invité du jour, Raymond Vinciguerra. Raymond Vinciguerra. Auteur, metteur en scène de la pièce Jean Zay. Bonjour Raymond. Bonjour à tous. Alors Raymond Vinciguerra, vous êtes l'auteur de la pièce qui a ouvert le festival hier soir en lecture. Mais d'abord, parlons un peu de vous, si vous le permettez. Avec plaisir. Pas bien ça. Raymond Vinciguerra, vous êtes natif de Marseille, mais vous êtes bel et bien corse du village de Cervione, coincé entre la mer et la Castagniccia. Alors j'ai trouvé dans mes archives une maison de la famille Vinciguerra,
plus précisément à Loreto di Casinca dalla Castanice. Je ne sais pas si ça fait partie de votre famille, mais enfin, vous avez dû envahir toute la région. Vous avez également des origines, croit-on savoir, en Italie, près du village de Gaete, sur cette magnifique côte entre Rome et Naples, région d'où seraient originaires de nombreux empereurs romains. De là à dire que vous descendez d'un empereur, en tout cas, vous en avez l'aura, la carrure, l'autorité juste, Ave César et Napoléon Bonaparte. Raymond Vinciguerra, vous imposez une sorte de respect rassurant, une force tranquille, dont vous n'abusez pas, car vous avez appris à vous méfier des usures du pouvoir mal exercé. Vous êtes un penseur, non un censeur. Dans vos homonymes célèbres, on trouve le guitariste Fabio Vinciguerra, reconnu pour sa maîtrise dans le jazz et le blues, mais aussi le footballeur Marco Vinciguerra, qui connut une carrière flamboyante dans plusieurs clubs de série A, réputé pour sa puissance, son endurance et son sens aiguisé du jeu. Enfin, je citerai Camilla Vinciguerra, artiste argentine peintre et illustratrice, dont les œuvres sont d'une esthétique unique et recèlent des messages profonds. La maîtrise dans l'art, la puissance, l'endurance, un sens aiguisé du jeu, des messages profonds, autant de caractéristiques que vous semblez avoir héritées de ce patronyme de Vinciguerra qui, rappelons-le, signifie « celui qui a vaincu la guerre ». Eh bien, Raymond, à ce jour, vous avez encore du boulot. Alors, avant de vous lancer dans le théâtre, vous avez exercé de nombreux métiers, dont celui de barman dans ce lieu prestigieux de la cité phocéenne, la Veilleuse, que j'ai moi-même fréquenté par le passé, aujourd'hui disparu comme beaucoup de lieux culturels incontournables pour les noctambules. C'est là que derrière le bar, vous pratiquiez l'art du cocktail et Tom Cruise n'avait rien à vous envier dans son film éponyme. Aujourd'hui, les cocktails, c'est avec vos comédiennes et comédiens que vous les créez, les secouez, les mélangez en tous sens, surtout quand vous montez l'improbable Pierre Note, mais nous y reviendrons. Et déjà dans votre poche, à l'époque des Nuits de la Veilleuse, se cachait votre livre signature, La chute de Camus. Camus, Jean Zay, deux défenseurs de l'humanité, malheureusement disparus trop tôt tous les deux. Vous monterez la chute 40 ans plus tard. Comme quoi vous avez de la suite dans les idées, ou une certaine patience que vous avez dû éprouver aussi à certains moments dans votre vie privée. Mais avant la chute, il y eut « Adieu que la guerre est jolie ». Lysistrata, je les cite parce que j'y participais. Décidément, la guerre, vous voulez vraiment la vaincre, Vinciguerra. Alors aujourd'hui, vous faites revivre la poésie de Jean Zay dans sa prison. Jean Zay, fondateur du CNRS et du Festival de Cannes, entre autres. C'est dire si nous sommes concernés, nous, artistes et chercheurs. Alors, vous ne tiendrez pas trop compte tout à l'heure de ceux qui vous diront bientôt qu'ils ont 3 raisons de ne pas aimer Jean Zay. En ces temps incertains où beaucoup semblent oublier, voire nier certains passés, vos messages et votre engagement relèvent d'un véritable acte de résistance. Toute notre reconnaissance. Raymond Vinciguerra, ce portrait vous ressemble ? Je voudrais une copie pour qu'il soit lu devant mon cercueil. Je trouve que c'est une très belle épitaphe, magnifique. Voilà. C'est déjà gravé dans le marbre. Voilà, c'est superbe. Non, mais merci, je suis très, très ému et touché. Effectivement, oui. Que puis-je dire ? Posez-moi une question, j'ai les réponses. Eh bien, moi, je vais vous poser une question sur le spectacle que nous avons vu hier soir. On parlera du spectacle. Ouais. Moi, j'ai envie de parler de vous pour l'instant. Oui. J'ai une question. Oui. Qu'est-ce que vous êtes, Raymond Vinciguerra, aujourd'hui ? Historien ou dramaturge ? Je suis un homme qui s'intéresse à l'humain, à l'humanité. Alors, le problème dans notre société actuelle, c'est qu'on a tellement travesti les mots, on s'est tellement emparé des mots pour les vider de leur sens, que toute formulation qu'on pourrait utiliser, elle a déjà été éculée, trahie, etc. Donc à cette question de dire qu'est-ce que je suis un marcheur, un chercheur, un cherchant, un humain qui essaie de comprendre, donner du sens aux choses. C'est pour ça que moi, je suis très touché par Camus, parce qu'il y a cette notion de Sisyphe, de dire que
j'ai rêvé un Sisyphe heureux, parce qu'on a la conscience de la dureté du quotidien, etc. Mais à la fois, il faut s'attacher à cette démarche et la rendre, dans notre creuset alchimique, transformer cette chose en lumière. Et lumière, je crois que c'est l'humain. Donc à la question, est-ce que je suis... Non, je suis tout et rien à la fois. J'interroge l'humain. Le problème, c'est que on a l'histoire, on en fait souvent quelque chose d'un peu poussiéreux. Or, l'histoire, c'est quelque chose qui n'est certainement pas figé, puisque suivant les époques, les regards qu'on peut porter, l'actualité, l'histoire se lit différemment. Donc, il y a cette interrogation. La dramaturgie, c'est un vecteur. C'est un vecteur parce que ça amène au théâtre. Et le théâtre, c'est du verbe et c'est de l'incarnation. Et ça permet de tisser des liens et faire passer, pas des messages. Vous voyez, ça c'est encore un mot qui a été travesti, trahi, etc. Non, simplement, je crois, ce qui est très important, c'est de garder l'esprit critique. Il faut qu'on soit toujours dans un état critique à son rapport au monde. Il faut cultiver le doute. Le doute, c'est une qualité, c'est un talent. Rien n'est acquis. Moi, je n'ai qu'une seule terreur. Je commence à être un vieil homme. Mais cette terreur que j'ai toujours eue, alors ça va vous paraître paradoxal, c'est avec l'âge, m'enfermer dans la certitude. M'enfermer dans la certitude parce qu'à ce moment-là, je considérerais que je serais mort et deux, que je serais en décrochage existentiel. Le doute, alors, c'est assez magnifique. Le doute, entre l'histoire et le théâtre, c'est la différence, c'est le doute? Non, l'histoire, c'est quand même une science exacte, l'histoire. Et non, non, justement, c'est une science qui est en partie exacte, parce qu'il y a des moments qui sont factuels, mais il y a l'interprétation de l'histoire. Et les gens qui sont vraiment des historiens savent qu'ils remettent sans cesse leur ouvrage, et puis ils interrogent l'histoire à travers différents courants de pensée, pour savoir si vraiment... Vous savez, on a tous cette parole, l'histoire est écrite par les vainqueurs, par exemple. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc l'histoire peut être manipulée. L'histoire peut être manipulée. Et d'ailleurs, c'est une des premières pierres d'accroche des États totalitaires. On essaie toujours de se réapproprier l'histoire, d'en faire une lecture pour justement réduire le faisceau et puis annihiler notre esprit critique. On reviendra tout à l'heure sur votre pièce. Alors je voulais juste ouvrir une parenthèse. Oui. Une parenthèse. Ce qu'il y a d'intéressant, par exemple, quand on travaille sur l'histoire, c'est d'échapper à des analyses géocentrées, je dirais. Par exemple, si on travaille sur l'histoire française, comme l'histoire de Zé, la montée du fascisme, etc., moi, je suis allé m'abreuver chez les Américains, par exemple, qui vont porter un regard dépassionné, parce que pour eux, la collaboration, Vichy, mais c'est pas... Et je trouve que quand ils portent quelqu'un qui vient de notre pays ou d'une autre culture, il porte un regard autre. Et c'est ce pas de côté qui est complémentaire avec, bien sûr, l'analyse... Mais quand je disais que l'histoire était une science exacte, je me suis peut-être mal exprimé, mais ce que je veux dire, c'est que les faits, il y a quand même des faits qu'on ne peut pas nier. Les faits ne peuvent pas être niés, mais après, c'est l'origine des faits, pourquoi c'est fait, qu'est-ce que cela veut dire, quel était le contexte. Le problème, c'est que notre société va de plus en plus vite et on essaie d'interroger l'histoire dans notre vision contemporaine. Or, ce n'est pas possible. Il y a une histoire des mentalités, il y a une histoire des philosophies, il y a une histoire, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Floréal, dans le texte d'hier, dit c'est facile de juger l'histoire confortablement installée dans un fauteuil. Bien sûr, c'est cela que ça veut dire. Eh bien, on va donner la parole à Floréal, d'ailleurs, mais sur un tout autre sujet. Floréal, vous allez nous parler de l'amour aujourd'hui. Mais oui. Oh, l'amour.
Après avoir interprété le rôle d'un salaud hier, j'avais envie de parler d'amour. Alors évidemment, j'ai eu une nuit un peu agitée. Je ne sais pas si ça va été d'avoir Avec qui joué l'homme de Vichy ou la trouille de venir faire une chronique, un peu les deux. C'est la première fois. Et le pire dans le pire, c'est l'attente du pire. Donc j'ai mal dormi. Je me suis réveillé à 5 heures. J'avais soif, je me traîne jusqu'à la cuisine, au radar. J'avais une phrase en tête que je me répétais en boucle, machinalement, sans la comprendre. Ça doit vous arriver aussi. C'est des lambeaux de rêve, donc pas vraiment logiques. Je les oublie assez vite, la plupart du temps, mais aujourd'hui, j'ai essayé de le garder en tête. Je me suis dit que ça allait me servir pour ma première chronique. Alors, ce qui moulinait ce matin dans ma tête, c'était, dans ce qui me restait de conscience, c'était l'amour est enfant de poème. Alors, pas de bohème, comme dans Carmen, mais j'ai bien dit de poème. Ah, c'est joli. Alors, je me suis dit que pour écrire ma chronique, il fallait absolument que je me souvienne du rêve qui se termine par cette phrase. Donc, je retourne dans ma chambre, je ferme les yeux, je fais semblant de dormir pour tromper ma conscience. Rien à faire. Et puis d'un coup, par association d'idées, me vient un souvenir. Association d'idées parce que le souvenir se passe en été à un autre festival de théâtre à Avignon. Il y avait sur scène 2 copains à moi, Yves, un philosophe, auteur du Tractatus Philocomicus, et Manu, un psychiatre, un ancien de la Compagnie de l'Incertitude, qui m'expliquait que l'amour est enfant de putain. Oui, c'est une vraie pièce de théâtre. Alors je ne suis pas contre ce point de vue, vu que par amour, Roméo et Juliette se sont entretués, Troie a été écrabouillée, Madame Bovary a bouffé de l'amour au rat. Bon, d'accord, mais on est loin du poème. Alors j'essaie de redescendre dans les profondeurs de mon inconscient pour reconstituer mon rêve. Je me rendors à moitié et au bout d'un moment, forcément, je me souviens de tout. Heureusement, sinon ma chronique s'arrêterait là. Alors voilà l'histoire. C'est une scène dans le tram, un matin de novembre, il fait encore nuit. Je pense au boulot qui m'attend, je suis à toutes mes pensées d'adulte, entièrement concentré dans le cortex préfrontal. Non, je plaisante. En fait, je me trouve dans un minable état post-végétatif, post-petit-déj. Je dors encore, les yeux sont ouverts, mais les paupières pèsent une tonne. À une station, ma vision périphérique me fait prendre conscience d'un mouvement de mon voisin qui s'écarte pour laisser passer une jeune femme. Elle s'assoit en face de moi. Est-ce la forme du visage ou le demi-sourire qu'elle m'adresse en s'asseyant, conjugué à cet état de demi-conscience où je me trouve ? Je redescends d'un coup tous les étages de l'édifice intello-social que mon éducation a patiemment édifié pour me retrouver parfaitement bipolaire. Ça veut dire que je vais tomber amoureux. Pas de bol, car si je ne prends pas la précaution de hausser les épaules mentalement et de retourner à mon absence de pensée, si par malheur je suis mon instinct, cette rencontre va me conduire à un état alternant phase anxieuse, débordement euphorique. Je vais vivre désormais à un rythme effréné, une suite d'états d'inquiétude et d'espoir. Je vais connaître l'attente désespérée, l'audace suicidaire, l'inquiétude, puis l'attente encore. Tant pis, je m'en fous, j'y vais quand même. Elle descend à la même station que moi. Je ne la suis pas. C'est l'heure de l'embauche et on m'attend au labo. 2 semaines après, je ne l'ai pas oublié. Mauvais signe. Tous les matins, en prenant le tram, je scrute le quai de la station où elle était montée. On dit que le temps efface tout, mais là, il joue avec mes nerfs. Et un jour, au bonheur, comme disent les poètes, je la revois. Elle vient dans ma direction. Je lui dis bonjour par réflexe. Ça m'a échappé. Elle a l'air surprise, mais elle me répond. Regard, je cherche un truc à dire. Rien. Encéphalogramme plat. Je n'ai rien contrôlé de ce qui s'est passé ensuite, jusqu'à cet instant bien plus tard où j'ai l'audace inouïe de lui prendre la main ou bien de tenter un baiser. Je m'étonne lorsqu'elle entrecroise ses doigts avec les miens, qu'elle presse ses lèvres sur les miennes. Ces comportements instables, illogiques, déraisonnables durent quelques semaines, quelques mois peut-être. Et puis un jour, je constate que toutes ces émotions sont gentiment amorties. Je me sens bien, je suis rassuré, je n'attends plus. J'ai rejoint la communauté des amoureux calmes et tempérés qui font l'essentiel des couples. Un matin, je retourne au tram dans le même état végétatif post-petit-déj que jadis. Que dire d'autre ? Comme disait Wittgenstein, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Vous êtes vraiment un enfant de poème. Bravo, merci Florian.
Ami Raymond Vinciguera, j'ai 3 raisons de ne pas aimer Jean Zay. Comment, en ces temps incertains, pouvez-vous faire l'apologie de ce personnage? Il incarne tout ce que Vichy déteste, à commencer par le Front populaire. Vous menez dans votre spectacle une atteinte flagrante à Vichy. Et moi, j'adore les pastilles et l'eau de Vichy, qui, rappelons-le, tempèrent l'acidité de notre alimentation moderne et en contrecarrent les effets pernicieux. Je n'aime pas Jean Zay, qui s'est permis de développer le sport et les activités physiques pour les jeunes. Il fait sortir les élèves au théâtre, au musée, créer les classes vertes et surtout les classes de mer. Eh bien moi, depuis 24 ans que je sévis dans ce festival, je n'ai jamais eu le temps de prendre un bain de mer. La faute certainement à Laurent Mandex, auquel, comme par hasard, vous attribuez le rôle de Jean Zay. Enfin, je n'aime pas Jean Zay, qui est à l'origine de la création du CNRS et de son KS, qui m'oblige à travailler tous les 2 ans quand vient l'été, alors que je serais bien plus à l'aise dans une chaise longue, à siroter un pastis, avec modération, en lisant Souvenirs et solitude de Jean Zay. Ah mince, ben voilà que finalement, j'avoue que moi aussi, je ne peux qu'aimer Jean Zay. Alors, Raymond Vinciguera, donc, revenons, merci. Vous voyez, on applaudit même ceux qui n'aiment pas Jean Zay, c'est incroyable. On peut tout faire dans cette émission. Hein. Avant de passer à la chronique de notre amie Nathalie, on reparle encore un petit peu de votre lecture d'hier soir, de la lecture en tant que telle. Moi, j'ai eu une question sur cette lecture. La lecture, c'est quoi? C'est incarnation ou lecture? Parce que dans vos comédiens lecteurs, il y avait un petit peu des deux. Il y avait certains qui incarnaient beaucoup le personnage, d'autres moins. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il faut faire dans une lecture? Qu'est-ce qui donne de la valeur à cette lecture? Qu'est-ce qui permet de faire mieux entendre le texte? Parce que là, on n'est pas dans un théâtre où les personnages bougent, se parlent même, ils s'écoutent. Incarnation ou lecture? Très bonne question. Très bonne question dans le sens où, je dirais, ça dépendra du texte. Effectivement, il y a des textes qui n'ont pas besoin d'être incarnés puisque la force des mots transcende le verbe et que l'incarnation n'est pas nécessaire plus que ça. On a besoin d'entendre le texte. Ce texte-là est particulier puisqu'il est porteur d'informations factuelles, parfois des choses complexes qui, en 2 phrases, renvoient à une interrogation à la fois philosophico-politique. Donc, sur ce texte, oui, je pense qu'il fallait amener un peu plus de chair, parce que pour compenser le côté très théorique et non dialogué, puisque ce sont une succession de témoignages. Et ces témoignages-là, il faut qu'ils soient incarnés. Alors la lecture a une zone d'expansion limitée, puisque c'est une lecture, déjà la posture physique empêche la corporalité qui va amener de la puissance d'incarnation. Une lecture, c'est toujours insatisfaisant à 80%. D'ailleurs, c'est pour ça que... Alors, ça marche, la lecture, parce que je me rappelle une fois, on avait fait une aventure très étonnante. On avait fait une lecture avec Marie Fabre, au Théâtre du Ravest, et le metteur en scène voulait monter Sainte Jeanne d'Arc de Joseph Delteil, qui est un texte très poétique, très comme ça, très métaphysique. Et bien, les gens me disaient, on n'a pas besoin de le voir sur scène. Parce que cette poésie-là... Les mots se suffisent. Les mots se suffisent. Et c'est... Oui, mais c'est pour ça que le spectre est intéressant entre le travail de scène, où on incarne, où on rajoute des choses dans la mise en scène, dans la scénographie, dans la direction d'acteurs. On élargit l'éventail. Et parfois, il y a la beauté du texte, l'harmonie du texte qui se suffit. Un texte, une voix... Et l'auditeur, spectateur,
fait le reste. Et vous, là, dans Jean Zay, vous n'avez pas eu envie de dialoguer plus cette pièce? Parce qu'elle n'est pas très dialoguée. Non, c'est pas dialogué. Ouais. Et vous auriez pu la dialoguer? Oui, mais c'était pas l'option qui a été prise. On voulait vraiment une espèce de côté comme ça, un peu ethnographique. De dire voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça, et représenter une espèce de un petit catalogue entre guillemets, puisque la complexité, on va demander 100 personnages, puis il y a toutes les nuances, c'est un peu comme un tableau de coloriste. Après il y a les nuances intermédiaires. Là il fallait des archétypes pour dire voilà, il y a ça. Après, moi j'ai toujours considéré que le public était intelligent. Ça dépend. Hein. Non, mais contrairement à beaucoup de mes confrères. Parce que, bon, ou certains directeurs de théâtre, parce que moi j'ai quand même entendu, après la chute de Camus, un directeur d'un gros théâtre qui m'a dit « J'ai adoré ce spectacle, Camus, vraiment immortel, c'était magnifique, etc. » Mais je ne prendrai pas le spectacle parce que mon public ne le comprendra pas. Voilà. Donc il y a des gens qui pensent que le public est stupide. Moi c'est l'inverse, je pense que le public est intelligent, il a une intelligence... Après, c'est chaque métier. On n'est pas obligé d'avoir une culture universelle comme ça. D'ailleurs, je m'en méfie toujours de cette pseudo-culture universelle. Et je pense qu'il y a la culture de l'émotion. Il y a l'émotion, la sensibilité, le fait que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le ferment, c'est le terreau. C'est-à-dire qu'on voit un texte, on voit un spectacle, on entend un texte, on entend une parole... On fait un peu comme le miel, les abeilles, le pollen, et après on fait son miel plus tard. Il y a des choses qui nous reviennent, il y a des résurgences, et c'est ça qui nous constitue. Et, voilà. Et quand vous avez monté la pièce, vous pouvez nous donner quelques éléments de mise en scène? Comment ça se passait sur le plateau entre les personnages? Les personnages étaient côte à côte ou se parlaient? Comment c'était? Non, chacun avait son univers. L'homme de Vichy était très élégant avec sa petite table, nappe blanche, son champagne, etc. Ils avaient chacun leur espace, donc? Chacun avait leur espace. Mais ce qui unifiait le tout, c'est sur le plateau, il y avait toute une série de néons qui représentaient le drapeau français. Et qui permettait de faire les personnages se déplacer à l'intérieur de cette image du drapeau français, parce que tous étaient des Français. Mais vous avez voulu réhabiliter le drapeau français par rapport à ce qu'on avait fait au poème de Jean Zay, ou est-ce que vous l'avez malmené un petit peu, ce drapeau français, dans la mise en scène? Ça dépendait des... Après, chacun a une vision du drapeau français. Moi, je suis... Quelle est la vôtre? Moi, je suis républicain, avec une forte tendance libertaire, mais républicain. Et je considère que le français... on va sortir du bois, parce que là, on frôle depuis tout à l'heure le politique. Donc, à un moment donné, on va sortir du bois. On va pas y aller vraiment, hein. Oui, mais justement, il faut que ça reste ludique. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le fait que le Front National ait pris le nom de Front National, qui était à l'origine le nom de la résistance française, c'est troublant. Le fait que maintenant, quand j'ai vu beaucoup de jeunes gens, etc., qui voient un drapeau français, ils disent ça c'est un facho. Moi, ça me met hors de moi. Oui. Parce que le drapeau français n'est pas la symbolique d'un extrémisme. C'est la République fédératrice avec ses valeurs. Et je trouve que ce vol du drapeau, voilà. Après, les contextes, le nationalisme est né au sortir de la Révolution française, quand les peuples ont pris conscience qu'ils avaient une identité. On a volé le mot nationalisme aussi. Maintenant, le nationalisme est assimilé à un extrémisme, et c'est faux. Et donc l'ignorance continue à rouler, alors que non. La nation, c'est ce qui unit, et c'est sorti au sortir de la Révolution française, parce que ça a échappé à l'ancien régime qui couvrait l'Europe, où c'était que du cousinage. Et tout à coup, chaque nation s'est dit j'ai une identité du citoyen, etc. Et ça, c'est encore un mot qui est parti. Voilà, mais je veux pas. Je crois que quelqu'un veut vous poser une question, Raymond. Oui.
Bonjour Raymond, c'est Marie-Madeleine. Je ne suis malheureusement pas présente à Oléron comme prévu, mais c'est tout de même viva voce que je te pose une des questions dont nous aurions sûrement débattu cette semaine. Si les troupes du CNRS font appel à des metteurs en scène professionnels, c'est que les amateurs, au sens exact et noble du terme, qui les composent, pratiquent eux aussi l'art du théâtre, qui, comme tout art, exige un travail précis. Un des caractères spécifiques du théâtre amateur est que le groupe y est premier, antérieur au projet de spectacle, alors que les troupes professionnelles stables sont devenues très rares aujourd'hui. On évoque souvent les contraintes liées à cette situation, par exemple dans le choix du texte. Dirais-tu, toi, avec la riche expérience qui est la tienne, que l'existence initiale du groupe peut être la source d'une beauté théâtrale originale? Waouh. Vous avez 2 heures. Ah, c'est Marie-Madeleine. Hein. Ah oui, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous pouvez être plus court pour la réponse. Hein. Ah oui. Oui, non, mais le groupe, oui, moi, un groupe, c'est quoi? Moi, je crois aux différentes strates qui constituent un individu. On a une dimension archaïque, on a une notion d'appartenance et à la fois une notion d'individuation. Donc, c'est cette chose-là. Et la force du groupe, effectivement, c'est ce dont on rêve tous quand on a à mettre en scène ou à diriger des comédiens. C'est-à-dire que c'est vraiment espérer former l'égrégore. L'égrégore, où c'est un groupe d'individus hétérogènes avec leurs particularités, leur particularisme. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ces particularismes sont à prendre en considération quand on fait... Alors, il y a la mise en scène et il y a la direction d'acteurs, qui sont 2 choses pas obligatoirement superposables. Et la direction d'acteurs demande à prendre en considération à la fois le groupe, mais à la fois le particularisme de chaque comédien, qui a des chemins très différents pour arriver à incarner, à jouer, etc. Mais vous voyez une différence entre les groupes d'amateurs et de professionnels, ce que semble dire Marie-Madeleine, suggérer Marie-Madeleine? Alors, c'est un sujet délicat, amateur, professionnel. Alors moi, comme je l'ai dit quand on avait fait cette réunion à Paris, au Carré Saint-Germain, temple du théâtre amateur, j'ai dit, pour moi, pour certains de ma profession, de mes camarades, je suis un traître. Parce que quand on travaille avec des amateurs, on peut être un traître. Hein? Il y a beaucoup de directeurs de théâtre ou des autorités dans le théâtre qui disent non, le théâtre, ça demande un engagement, une réflexion, une démarche, une prise de risque que l'amateur n'a pas. Et puis, il y a l'autre côté, le théâtre amateur, celui qui aime le partage, la découverte. Il y a une espèce, avec le théâtre amateur, comme dans le théâtre professionnel, mais à des degrés différents, il y a une forme de maïeutique. C'est-à-dire, on accouche l'autre de ce dont il est porteur. Et moi, dans mes cours, par exemple, je dis, je ne vais rien vous apprendre, je vais vous rappeler ce que vous savez déjà. Respirez, les émotions. On a tous connu la joie, la tristesse, l'amour, la déception, le désarroi. C'est simplement les sortir. Vous donnez l'autorisation de vous approprier le verbe. Quand on est gamin, on arrive au monde, on a des gens autour de nous qui nous disent « Oh, mais il est très beau ce bébé, c'est magnifique, etc. » Vous êtes accueillis avec, sauf des exceptions près, mais avec une espèce d'harmonie comme ça. Et puis enfin, vous dites vos premiers mots. Votre premier mot, il est sacralisé, c'est le premier mot du bébé, il est magnifique. Et puis vous en dites un deuxième, un troisième, mon Dieu, il parle bien, tout le monde sait Bobby. Et arrive le moment où vous dites ta gueule. Voilà. Ta gueule. Et donc, toute votre vie, c'est ta gueule.
Voilà, c'est-à-dire que vous devez avoir une rhétorique, une manière de parler, le code social, porter le masque de la société, etc. Et c'est ta gueule. Voilà, Mais le théâtre, c'est le contraire de ta gueule. Va travailler tes mathématiques, on pourrait dire ça aussi. Oui. Donc on va passer comme ça avec la chronique mathématique de Moreno. Maten pop, mamma maten pop, maten pop, maten pop, mamma maten pop, maten pop, maten pop, mamma maten pop. Moreno. Oui. Alors, on va parler maths musique. De quoi vous nous parlez, Moreno? Maths musique. Donc voilà, je vous amène dans les rapports secrets entre les maths et la musique, l'espace des 5 petites minutes. 4 même. 4 même. Donc 3,5, si je continue comme ça. Donc en fait, l'histoire remonte à l'époque où la pensée philosophique rencontre les mathématiques, rencontre la musique, et c'est Pythagore, qui est avoir inventé le théorème de Pythagore, a aussi mis en évidence les premières relations entre les nombres et la musique. Donc, je vous explique un petit peu comment ça marche. Alors, lui, il a inventé une guitare avec une corde. On appelle le monocorde. On n'est pas en théâtre, je peux dire corde. Si j'étais en théâtre, ça serait la ficelle, la monoficelle. Mais donc, ça sera le monocorde pour nous. C'est, imaginez une corde, vous frappez la corde, vous avez un son. Voilà, un La. Le La vibre, la corde vibre 440 fois par seconde pour produire cette note. Pythagore prend la corde et la coupe à moitié et frappe. Selon vous, qu'est-ce que vous allez entendre? Une note plus haute ou plus basse? Plus aiguë ou plus grave? En fait, vous allez entendre ça. C'est la même note, le La, mais ce qu'on appelle le double de la fréquence. On avait 440 Hz, comme disent les physiciens, là on a 880. On a doublé la fréquence en diminuant, en faisant la moitié, en coupant la corde de moitié. Mais vous pouvez aller plus loin. Vous prenez la même corde, vous la coupez en 3 parties, et vous prenez 2 tiers. Vous frappez la corde et vous allez entendre ça. On avait ça, ça c'était la note officielle, notre corde. Là, maintenant, on va entendre ça. La, si, do, ré, mi. 5. Voilà l'invention de la quinte. Cet intervalle très consonant, vous voyez, très agréable à l'oreille, parce qu'on le trouve aussi dans les harmoniques. Donc il y a un lien entre la physique du son et notre perception de la consonance, comment les sons vont bien ensemble. Voilà la quinte, mais on peut prendre la même ficelle, couper en 4 parties et prendre 3 sur 4. Et on avait ça, et donc maintenant on va entendre La, Ré, La, Si, Do, Ré. Voilà. Donc, on appelle ça, La, Si, Do, Ré, la carte. Donc, avec juste des fractions, 2 tiers, 3 quarts, Pythagore a inventé, en fait, les intervalles, les plus consonants, la quinte, la quarte, l'unisson, ça c'est 1, 1, 4, 5, c'est quoi ça? Oh, j'ai le blues de Pythagore dans ma peau. J'ai le blues de Pythagore dans la peau. Un 400 que pas plus. Back home et sweet home. Voilà, Pythagore, l'inventeur du blues. C'est le scoop de la journée. Bravo, c'est bon. Ouais, magnifique. Tu as été bref. Maten pop, maten pop. Mamma maten pop, maten pop, maten pop. Mamma maten pop, maten pop, maten pop. Mamma maten pop. Yeah. Eh bien, on enchaîne sur la musique. Ouais. On enchaîne sur la musique avec Nathalie. Nathalie va nous parler de chant et nous faire découvrir une chanson mystère du jour. D'ailleurs, à propos, pour les autres jours, il y aura un petit jeu dans la Gazette que vous aurez tout à l'heure à 11h30.
Et vous essaierez de découvrir pour demain la chanson mystère dont nous parlera Nathalie dans sa chronique de demain. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Vers qui on va découvrir? On va vers un héros de mon adolescence. Ah oui, c'est qui? Raymond Masiguera. Ouais, bah oui. Qui m'a fait vibrer. Ouais. Je suis obligé de le mettre en valeur, l'inviter un peu, quoi, quand même. On l'a fait beaucoup parler, le pauvre, il est fatigué. Alors on va se servir de ce moment pour découvrir des choses de comment fonctionne la voix et surtout on va le faire. Sinon, c'est moins sympa. Donc j'en vois qui se redressent. Ah oui, non, attends. Vous n'êtes pas là pour prendre l'apéro, hein? Vous n'avez peut-être pas eu la même adolescence que moi, mais moi il y avait quelqu'un dans mon adolescence qui chantait ça. Vous connaissez ou pas? Goldman. Goldman. La musique est et bonne. du coup, je vous propose de chanter un petit bout de ça, là. Quand la musique est bonne, bonne, quand la musique sonne, quand la musique donne, j'ai inversé les mots, donne, ne triche pas, quand elle ne triche pas. Alors, à l'aigu, au grave, ça m'est égal là pour le moment. Allez-y, rechantez-le un petit coup pour qu'on entende vos belles voix. Oui, chantez, on écoute. Quand la musique est bonne, C'est bien. quand la musique est bonne, quand la musique est bonne. Parce que Jean-Jacques, pour une voix de nana, c'est un peu quand la musique est bonne. On n'a pas pensé à la tona, Moreno. On peut basser. On peut. Tu veux? Ouais, un petit peu. Fais une fraction. La musique est bonne. La musique est bonne. Sonne quand elle ne triche pas. pas. Pour ceux qui voudraient se lâcher, voilà. Tu peux te lever et... Ok. Alors juste, on va faire une petite expérience sur justement la résonance, la vibration. Et du coup, je vous propose de faire un petit... Merveilleux. Si vous avez besoin, vous pouvez fermer les yeux. C'est le moment où on va passer dans vos sacs, prendre ce qui est intéressant. Ou juste regarder un peu vers le sol pour être un peu dans une conscience intérieure de ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et je voudrais que vous montriez avec vos mains où est-ce que vous sentez le son vibrer. J'ai dans la gorge. Hein. Ouais, et c'est intéressant parce que comme on n'a pas tous la même habitude avec notre voix depuis qu'on est tout petit, si vous ouvrez les yeux et continuez à le faire, si vous ouvrez les yeux et que vous regardez les zones que montrent les gens, c'est pas les mêmes. Donc on n'a pas la même sensation, le même vécu avec notre voix depuis tout petit, et c'est normal. Vous avez raison. Tout le monde a raison en vrai là. Ok, donc il y a des gens qui ont montré leur gorge, c'est là où est fabriqué le son. Il y a des gens qui ont montré leur cage thoracique, parce qu'en plus, comme on est dans le grave, souvent on a une sensation résonantielle ici. Il y a des gens qui ont montré, toi t'as montré derrière, hein, je crois, ouais, c'est ça, c'est tout à fait possible aussi. En gros, tout est possible, hein, parce que les sons peuvent en vrai aller vibrer dans tout le corps. Mais je vais vous proposer de mettre la main sur votre tête et d'appuyer légèrement, et pas sur les lunettes, d'appuyer voilà, sur le haut du crâne et de refaire le même. Et normalement, ça vibre dans votre main. Ouais, il y a quelqu'un pour qui ça vibre pas? Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un. Non? Ok. Toi, appuie un peu plus fort ou change un peu de place. Un peu plus vers l'avant ou vers l'arrière de ta tête. Celui qui vibre pas. Qui change de tête, sinon. Et en fait, ne t'attends pas non plus à ce que ce soit un tremblement de terre. C'est tout petit rikiki, hein. D'accord? Ok. En fait, le M est fait pour s'accrocher là. Ok? On est d'accord? Tout le monde l'a senti. Même si vous pouvez le sentir là, c'est normal aussi. Faites-moi la même chose avec A. Ah mais non, il est pas dans la tête. Alors il est où? Il est où? Moi je l'ai pas. Non, il est pas dans la tête. Il est où? Dans ouais, la poitrine, il est là, il est là, ah, il oui, est là. dans la poitrine. Il est dans la cage thoracique, ouais. Remettez la main au-dessus. Donc je vous propose de faire. On est d'accord que ça bouge? Oh, c'est magique. Ah ouais. Alors du coup, je vais reprendre ma petite chanson. Et on va faire, parce que ça va être très intelligent, vous pouvez mettre les mains ou pas, je sais pas si je suis à la bonne hauteur, mais ma, ok? Mais c'est du Goldman ça?
Ouais, Mama, ouais. Ah, j'ai Il y a pas reconnu, Mama aussi de Ah Goldman, oui, de oui, Gale d'accord. Transgal, mais c'est pas pareil. On y va? Vous faites Mama. Faites Mama. Ah, comme vous voulez, comme vous êtes bien avec votre et votre ah, ok? On y va? Et faut, c'est faut bon, imaginer. hein. Faut Mama, Mama. Mama, Mama, c'était pour toi. Ouais. Ok, on refait une fois? Vous avez compris le concept? Allez, c'est parti. Mama, mama, vous voulez mama, mama, Rechantez maintenant avec les paroles et voyez si votre confort a changé ou si votre son a changé par rapport à tout à l'heure. On y va. Quand la musique est bonne, la musique est bonne, la musique est bonne. Quand elle me quiche pas, vas-y, quand elle me Triche pas. Ok. C'était magnifique, hein. Vous Vous étiez sentez bien que mieux ça à a la un fin. peu changé Ils étaient ou mieux. pas? Ils Ah oui, étaient oui, mieux ils étaient mieux, oui. Moi, je dis qu'ils étaient mieux, oui. Non, mais en fait, ce qui m'intéressait de vous faire découvrir aujourd'hui, c'était qu'il y avait une histoire de direction du son. Si, c'était mieux. Et les sons ne viennent pas s'accrocher aux mêmes endroits dans le corps. En tout cas, ils ne vont pas vers l'avant, ils restent dedans. On verra ce qui se passe demain. C'est la magnifique chronique de Nathalie Bonneau qui reviendra tous les jours. Tous les jours. Et voilà, alors CPPEVI, ça va bientôt être terminé pour aujourd'hui. Ah oui, bah oui, et c'est l'heure, hein, il faut aller prendre l'apéro maintenant. Et on va remercier Raymond Vinciguera. Raymond Vinciguera, si Jean Zé arrive là, il dit quoi en 2 mots? Un mot, il dit. Il parle pas autant que vous. Continuez dans le partage. Waouh. Oh, yeah. Et bien voilà, donc ça peut peut-être vous intéresser. C'est terminé pour aujourd'hui. Tu m'accompagnes un petit peu. Ah oui, hein, voilà. Yeah. Alors je vous rappelle quand même que ce soir, nous avons le spectacle parce que moi aussi, je suis un être humain. Enfin, espérons-le. d'Anouk Levin. Et demain, dans sa même émission, nous recevrons la comédienne de la compagnie Air de Rien, Isabelle Louise Michel. D'ici là, attention au coup de soleil et au coup de foudre. Et vive les mots, les actrices, les acteurs. L'art et la parole sont résistance. D'accord, Raymond? Voilà. Merci de votre venue. Merci, Raymond. Merci Floréal, merci Nathalie. Hein. Merci Moreno au piano. Ouais. Alors une petite annonce, à partir de cet après-midi, Nathalie, dont vous avez apprécié la direction de chant là sur quelques minutes, eh bien fera des initiations au chant pour ceux qui ne savent pas chanter du tout alors. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, ceux qui veulent chanter. Lundi, mardi après-midi, c'est à 14h, dans quelle salle? 14h30. 14h30 parce qu'elle fait la sieste. Voilà. Elle fait la sieste, donc 14h30 dans la salle à côté là, je crois. Hein. Voilà, dans Oui, la salle de là-bas, chant. par là-bas. Voilà, Florence, donc vous y êtes largement et nombreusement conviés. Bah oui, bah, ouais, l'improvisation, t'entends. Hein. Voilà, Merci, ben, bon Eddie. appétit. Hein. Et puis merci à Zitoun, à la technique qui est là. Hein, voilà. Merci à Laurent Mandex qui a recueilli et Jonathan qui a recueilli les sons sur l'île. Voilà. À demain pour la prochaine émission avec de nouvelles chroniques, de nouvelles chansons, de nouveaux airs. Et moi je serai toujours là, toujours pareil. Quoi. Voilà. Désolé.